Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vous mets face à vos émotions en tant qu'entrepreneur. On a vu dans les épisodes précédents le rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi aux peurs et à la colère. Et aujourd'hui, on va faire face à une toute autre émotion, puisqu'on va parler de l'émotion de la tristesse. Alors, pourquoi cet épisode ? Parce que bien évidemment que la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à un moment donné, il faut se parler du vrai, parler de la réalité, de ce qui se passe derrière la casquette de chef d'entreprise, derrière la casquette de ce qu'implique être entrepreneur et qu'à un moment donné, nous ne sommes juste que des êtres humains à qui on n'a pas appris en fait à gérer ce type d'émotion-là. Alors je vais introduire cet épisode au cas où vous arriveriez pour la première fois sur cette saga de l'été 2025 spécifique autour de l'émotionnel dans la sphère entrepreneuriale. Et je vais introduire de la même manière au cas où un seul de ces épisodes vous intéresserait et pour que vous ayez encore une fois le tableau dans son ensemble. Donc si vous avez entendu l'introduction de l'épisode sur la colère ou de la peur, vous pouvez avancer à l'étape 2, en fait, directement au deuxième chapitre de ce podcast. Alors, absolument 100% des entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui sont effectivement de parfaits experts dans leur domaine, sur la technique. Mais leur plus gros défaut, c'est qu'ils attendent et qu'ils cherchent en fait des solutions, des outils, des méthodes écrites sans les adapter véritablement à qui ils sont. Dit comme ça peut paraître un non-sens, mais on ne nous apprend pas à aucun moment comment faire, ni même que ça existe pour se dévoiler à soi-même, révéler son propre potentiel et être tout à fait au clair sur les séquences de stress qui vont engendrer tel ou tel résultat dans son activité. Ce que je vous dévoile donc ici, c'est que votre problématique ne se situe finalement jamais véritablement au niveau technique, mais plutôt sur vos réactions, sur la manière dont vous vivez les situations et sur l'interprétation que vous en avez, autrement dit, sur ce qu'elle vous donne à vivre. L'interprétation, elle est ni plus ni moins que sur un plan purement émotionnel. Et donc oui, vous l'avez compris, en tant qu'entrepreneur, vous passez peut-être actuellement 80% de votre temps à vous focaliser sur des événements extérieurs, alors que la source même de votre potentiel, votre réussite et l'atteinte de vos objectifs se situe à l'intérieur de vous. Un seul mot pour traduire cet aspect, les émotions. Donc dans cet épisode, sans tabou, nous allons prêter une attention particulière à la tristesse, mais aussi sur ses manifestations dans l'entrepreneuriat, avec les risques associés pour vous comme pour votre entreprise. Je vais donc retracer ici la vie entrepreneuriale d'un entrepreneur lambda et vous pourrez vous identifier à chaque étape si vous vous reconnaissez. En allant jusqu'à la fin de cet épisode, je vous dévoilerai aussi l'outil que j'utilise personnellement et aussi avec mes clients pour passer d'un espèce de brouillard mental finalement à un plan d'action éclairé, écologique et solide. Sans plus tarder, on aborde donc le premier point de cet épisode et j'avais envie de revenir sur cette introduction, sur ce qu'est une émotion. Et en reprenant l'étymologie émovere, ça signifie mettre en mouvement par l'extérieur. Movere, mettre en mouvement, émovere par l'extérieur. Autrement dit, une émotion est une information, ni plus ni moins, qui nous invite à faire quelque chose et donc à nous mettre en mouvement autour d'elle, grâce à elle, comme un guide, quelque part, intérieur, qui viendrait nous dire ce qui est bon ou pas pour nous. Alors bien évidemment que l'on ne nous a pas donné le traducteur ni le décodeur à la naissance, mais heureusement que les neurosciences évoluent aujourd'hui, en 2025, et on en apprend tous les jours de plus en plus, un peu plus, sur comment fonctionne l'être humain.
Et donc sur la palette des émotions, il faut savoir qu'il n'existe que quelques émotions qu'on appelle des émotions mères. On a donc la joie, la peur, la tristesse et la colère. Parfois, vous entendrez peut-être aussi parler du dégoût ou de la surprise comme étant une émotion mère, mais ces émotions sont déjà pour moi teintées et colorées des émotions voisines qui les entourent, telles que je les ai énoncées. Donc chaque émotion, finalement, se manifeste pour une raison. Chacune possède un déclencheur, une jauge d'intensité que je vous proposerai d'établir sur une échelle entre 1 et 10. D'une manière bien spécifique, chacune donc attend une action pour s'apaiser. Venons-en donc maintenant à l'émotion de la tristesse. Et qui est cette émotion ? Cette émotion fait appel à un seul et même besoin, finalement, qui est celui de l'interdépendance. Et c'est bien spécifique à l'émotion de la tristesse. La tristesse se manifeste lorsque quelque chose est terminé. On pourrait apparenter ce phénomène-là au phénomène de la courbe du deuil. Vous savez, quand il y a un avant et un après, quand vous savez que les choses sont terminées, il peut s'agir d'un deuil à proprement parler, de la perte d'une personne que vous ne reverrez plus jamais, que vous ne tiendrez plus jamais dans vos bras. Mais ça peut être aussi un déménagement, par exemple le déménagement d'un bureau. Je ne retrouverai plus l'environnement qui était le mien par le passé. Je ne retrouverai plus cette luminosité, ce matériel qui m'a donné tant de réconfort. Et certaines personnes s'attachent au matériel autour d'elles. Du départ en retraite d'un collègue aussi, ou d'une nouvelle vie qui viendrait encore une fois porter atteinte à votre besoin quelque part. Un nouveau lieu, une nouvelle expérience de vie, un nouveau métier, quelque chose de nouveau qui témoigne d'une rupture avec le passé. Vous prenez conscience ici que c'est terminé. Et cette émotion nous invite à prendre le temps. Prendre le temps d'en discuter. Prendre le temps d'en parler. Et donc, de rentrer littéralement dans cette courbe du deuil. La première étape, bien évidemment, c'est l'annonce, le choc de l'annonce, qui se poursuit ensuite par, tout d'abord, non pas la colère, même si on pourrait croire que ça démarre par ça, mais pas du tout. En règle générale, ce qui précède juste un petit peu avant cette tristesse, c'est un mélange de peur et de colère. Parce que l'étape qui suit, c'est l'étape de marchandage. Pour arriver jusqu'à un niveau très bas parfois, qu'on appelle l'état de dépression. Alors ça peut être un état de dépression avéré, et bien évidemment que si on rentre dans cette dépression, on mettra du temps avant de s'en relever. Mais des fois, cette courbe du deuil se fait en l'espace d'une réunion, quand l'annonce se produit d'un changement, de quelque chose qui va perturber mes habitudes dans l'entreprise et qu'il va falloir que j'accepte. Donc cet état le plus bas de dépression est un état assez critique en fait, parce que je vais passer d'un seul coup, si je reste là-dessus, soit je reste sur mon état dépressif, peur, colère, anxiété, tristesse, vraiment où je me débats, vraiment comme si vous teniez un poisson entre les mains qui se débat en se disant c'est pas possible, qui est l'état le plus avancé finalement de la tristesse, parce que l'objectif après c'est de remonter la pente. Et donc remonter la pente, ça demande de passer par d'autres étapes. Et donc de passer d'abord par cette étape d'acceptation. La mise en mouvement ne passe que par l'engagement, que par la mise en action, et donc l'action. Qu'est-ce qui invite à tourner la page ? Comment accepter l'avenir de manière optimiste ? Si j'accepte, je me réengage, je me remotive, je passe à l'action, et donc l'engagement, grâce à cette roue un peu plus vertueuse, va faire que je vais pouvoir passer à la suite. Et c'est vraiment ça que vous demande finalement la tristesse quand elle se manifeste à vous. Encore une fois, aucune émotion n'est négative. Elle est soit agréable ou désagréable. Dire qu'elle est négative, ce serait lui donner un jugement moral. C'est votre capacité finalement, et donc vos compétences, de faire face aux difficultés qui parlent de la façon
dont vous prenez vos décisions. Dans le développement de cette intelligence émotionnelle, c'est comment je perçois les choses, comment j'ai conscience de moi dans un premier temps pour mieux exprimer ce que je ressens, maintenir et développer des relations saines avec les autres et constructives, prendre des décisions éclairées non pas sous le coup de l'émotion, mais de manière éclairée, sans brouillard, sans être obscurci par une quelconque émotion désagréable ou même agréable mais en trop plein, et mieux faire face aux difficultés. C'est vraiment ça l'enjeu du développement de l'intelligence émotionnelle. Donc cette manière que vous avez de vous exprimer témoigne de cette nécessité de prendre conscience des choses pour vous et de vos schémas de comportement. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la joie, puisque en fait c'est la seule émotion que votre cerveau cherchera à cultiver et à développer tout au long de votre vie. C'est pour cette raison, en fait, que vous procrastinez sur certains sujets un peu complexes, difficiles, un peu lourds pour vous, mais c'est aussi pour cette raison que vous préférez, pourquoi pas, regarder, vous savez, vos notifications de téléphone. Scroller 5 minutes sur les réseaux sociaux, pas parce que ça vous... souvent, on dépose le cerveau à côté, quoi. Mais on se rattache à quelque chose d'autre qui est de l'ordre de l'information émotionnelle qui vient chercher ce petit shoot de joie, ce petit shoot de dopamine, de sérotonine. Et toutes ces belles hormones de la joie sont réclamées par votre corps en permanence, parce que c'est ça qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ou encore boire une bonne bière, fumer une petite clope, vous savez, plutôt que d'aller provoquer cet entretien qui vous met en difficulté. Donc la joie, c'est la seule émotion qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la voie de l'épanouissement et que les choses sont saines et écologiques à l'instant T. Autrement dit, oui, dès lors que vous ne ressentez pas de la joie, ça veut dire que quelque chose vous manque, quelque chose ne se fait pas. Et c'est là qu'il faut avoir ce point de vigilance bien particulier. Ça nous amène au second point de ce podcast, de cet épisode de podcast qui va parler de l'entrepreneuriat bien spécifiquement. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, le métier d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes les premiers placés pour le savoir. Nous faisons tous face à un grand nombre de difficultés avec nos multicasquettes qu'on porte au quotidien et cette charge mentale qu'on s'inflige finalement en tant qu'entrepreneur. Alors, avec la plupart des entrepreneurs que je rencontre, et même la grande majorité, on ne reviendrait jamais en arrière, du coup. On s'inflige ça, mais des fois, quelle souffrance quand même. Et donc, si on n'a pas ce moment de ressourcement pour se reconnecter à ce qui nous fait du bien, on tombe sur des entrepreneurs, en fait, qui n'ont pas suffisamment tôt appris à s'écouter, à se comprendre, et qui vont tête baissée et droit dans le mur. Cette charge mentale, elle n'est pas négligeable. Quand on voit qu'on peut faire... on doit penser en fait pour 3, 4, 5, 6 personnes à la fois. On est notre propre expert technique, notre propre comptable, notre propre directeur commercial, des ressources humaines. On doit penser assurance, mutuelle, gestion de patrimoine, sur un plan juridique aussi. Vous êtes votre propre petit avocat, voilà. Même si, bien évidemment, je conseille à tout le monde de se faire accompagner d'une équipe autour pour bien s'assurer d'être dans les clous partout. Mais nous sommes parfois également managers quand vous avez des équipes, ou même sans équipe, que vous devez travailler finalement en partenariat avec d'autres freelances. Et je dis souvent que être entrepreneur est un métier à part entière. Ça demande une exigence en fait vis-à-vis de soi, une exigence vis-à-vis des autres, des actions et des résultats que vous mettez en place. Bref, ce chemin, ce long fleuve tranquille qui n'en est pas un, est un chemin, et ce chemin est semé d'embûches, d'obstacles, qui nous confrontent à toute une nuance d'émotions par rapport à l'être humain que nous sommes. En fait, cette conscience des choses, cette conscience que les animaux n'ont pas, même si nous sommes des mammifères. Nous avons développé quand même cette conscience de soi, mais vis-à-vis de laquelle on n'en fait rien aujourd'hui. Par exemple, pour ce qui est de la tristesse, vous pourriez être déçu, vraiment déçu, de ne pas avoir décroché ce contrat. Vous pourriez être triste d'avoir perdu un client de longue date, avec lequel vous avez tissé des liens bien particuliers. Vous pourriez vous sentir triste de ne pas avoir obtenu ce crédit, par exemple. Être désolé d'apprendre une nouvelle de manière triste, en fait, une triste nouvelle de la part d'un collègue, de la part de votre conjoint, conjointe. Le départ d'un collaborateur aussi. Et donc, de la simple peine, déception, à la dépression, il y a quand même tout un panel d'étapes par lesquelles on peut passer.
Et pourtant, il est essentiel de l'accepter pour mieux rebondir. C'est ce que j'appelle ici l'hygiène mentale. Il s'agit d'un mélange de prise en compte de la santé mentale, qui se combine avec une hygiène de vie bien sûr, avec pour élément central la prise en compte de vos émotions. Et donc ici, la tristesse fait partie intégrante du passage obligé, par exemple, de l'analyseur. Je vous fais ici référence à l'épisode 11 sur la gestion des personnalités. Quand vous avez, grâce à cet épisode, pris conscience de la personnalité qui était la vôtre, eh bien, sachez que l'émotion la plus confrontante pour l'analyseur, c'est de faire face à une profonde tristesse. Certaines émotions en process communication modèle vous font littéralement changer d'angle de vue sur la vie, changer de perception du monde. Vous changez de lunettes du monde dès lors que vous êtes confronté à certaines émotions bien particulières. Et ça, je dirais, c'est la vie, quelque part, qui vous amène et qui vous confronte à certaines émotions. D'où la nécessité fondamentale, cruciale et absolue de bien comprendre comment vous vous sentez, pourquoi vous êtes dans cet état-là à l'intérieur et qu'est-ce que vous pouvez en faire pour mieux rebondir. Donc si je fais état de la vie de l'entrepreneur lambda, de la première à la 3e année en tant qu'entrepreneur, l'objectif est de devenir et donc d'adopter rapidement un mindset de chef d'entreprise pour devenir et perdurer dans le temps. Dans la plupart des cas, on associe ce mindset un petit peu à Terminator, vous savez. Il faut être fort, il faut être indestructible. Je dois être infaillible, ne pas montrer ma faiblesse, ne pas montrer ma vulnérabilité, sinon je perdrai du crédit. C'est pour ça que je vois, malheureusement, tout un tas d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs finalement, qui mettent des masques. Et la vérité, c'est que apprendre à faire face à sa propre tristesse, c'est ça qui vous rend véritablement fort et pas l'inverse. Être fort ne veut pas dire ne jamais ressentir cette tristesse. Être fort, au contraire, c'est bien comprendre qu'elle fait partie intégrante de la vie en tant qu'être humain et de savoir comment la transformer avec humilité. À partir de la 4e année, en tant qu'entrepreneur, il s'agit de continuer à se développer. Alors là, vous êtes devenu finalement quelqu'un sur le marché, d'accord ? Mais il s'agit de continuer à se développer et les problématiques ne sont souvent pas les mêmes. De la peur de manquer qui peut apparaître dans les premières années, on peut toujours avoir la peur de manquer dans les années suivantes, mais cette fois-ci parce qu'on a beaucoup investi, parce que peut-être que vous avez des salariés autour de vous. Donc de la déception d'avoir loupé une opportunité, vous pourriez passer par le deuil de ne pas avoir suffisamment tôt ou avoir développé telle ou telle compétence. De commencer à déléguer certaines tâches de comptabilité, gestion administrative, réseaux sociaux. Mais l'idée ici, c'est que je vous donne des exemples concrets. Je vais vous parler d'un client qui est dirigeant d'une PME et qui a compris que l'un de ses premiers collaborateurs était en fait la personne, je dis bien la personne, qui faisait tanguer l'entreprise. Et c'était l'un de ses premiers collaborateurs. Ils avaient tissé des liens extrêmement forts entre eux. Il a pris conscience que s'il ne faisait pas évoluer la situation, il allait devoir s'en séparer. Impossible, vous me direz, pour lui d'envisager cette prise de conscience sans investiguer sur des critères objectifs de la situation. Mais cette prise de conscience l'a rendu particulièrement triste parce que, bien évidemment, vous doutez bien que quand il a pris conscience de ça, il y avait vraiment cette histoire de « je vais me séparer peut-être de cette personne qui compte pour moi ». Et pour autant, comment a-t-elle pu faire ça ? Donc il y a un mélange de peur, de colère. Et c'est ce combo émotionnel qui fait que vous êtes comme si vous êtes dans un bouillon. Imaginez votre ventre comme étant un bouillon, en fait, un bouillon de sorcière. Donc vraiment une marmite. Quand les émotions se mélangent, eh bien, c'est comme si la sorcière était en action. C'est-à-dire que vous ajoutez tout un tas de potions qui va faire que ces bulles qui vont être générées de cette marmite vont vous sauter à la figure. Parfois, le combo d'émotions a cet effet-là face auquel on n'est pas outillé. Donc on ne sait pas quoi faire de tout ça. Et parfois, les prises de conscience sont vraiment extrêmement violentes. Je vais vous parler d'une autre cliente maintenant qui a compris récemment
que la négativité qu'elle manifestait jusque-là, qu'elle traduisait en colère, était finalement liée à de la tristesse. La tristesse de quoi? De s'apercevoir qu'elle ne pouvait pas compter sur son N+1, sur lequel elle s'appuyait. Elle a dû aussi faire le deuil de certains collègues dont elle pensait qu'ils viendraient en soutien à elle, mais qui n'ont pas été présents pour elle. Elle a donc dû réapprendre à se valoriser elle, à mettre en avant ses compétences et grandir par elle-même. Elle a dû apprendre et comprendre qu'elle ne pouvait pas faire face à ce biais d'autorité parce que tu es directeur, tu as la science infuse et donc je te mets sur un piédestal à tel point que je m'appuie sur toi. Mais si je me rends compte qu'on n'est pas aligné, que ton modèle, ton mode de fonctionnement n'est pas le mien, je pourrais être rapidement finalement déçue de ton comportement et notre relation pourrait en pâtir. Alors que si j'apprends dès le départ à me valoriser, à compter sur moi et à m'appuyer sur mes collègues, mais pas 100% du temps et pas à 100%, eh bien j'apprends ce que veut dire le mot collaboration. La co-responsabilité, le fait de partager la responsabilité sur les épaules de chacun, et vous l'aurez compris, cette personne prenait énormément sur ses épaules. Et enfin, je vous donnerai encore l'exemple d'un dernier client qui, alors qu'il avait créé en fait son entreprise, n'était plus heureux dans sa propre entreprise. Il ne prenait plus de plaisir, il avait perdu l'envie, le goût du développement. Au fil des heures qu'on a passées ensemble, il a réappris à se recentrer sur ce que j'appelle finalement sa zone de génie et son super pouvoir à lui. Et ensuite, non pas par magie, mais en travaillant, il est remonté en selle. Et donc le problème, ce dont il a pris conscience, n'était pas l'entreprise, mais la place qu'il ne prenait plus dans l'entreprise. C'était une personne qui s'était mis dans les bureaux quelque part, sur l'administratif, qui s'était penché sur le développement marketing, alors qu'il adorait absolument et par-dessus tout l'opérationnel. Donc il avait besoin encore de toucher la matière. Il avait encore besoin d'être au contact des machines. Il avait encore besoin d'être là un coup de temps en temps. Et en trouvant ce juste équilibre-là, il a retrouvé le goût de piloter son entreprise. Et rendez-vous compte d'une chose, c'est que le jour où il a fait ça, c'est toute son équipe derrière qui s'est réengagée absolument derrière lui. Donc vous le savez maintenant, de par mon approche, la plupart des problématiques ne se situent pas au niveau des processus eux-mêmes, mais plutôt sur l'intrication des processus entre eux, sur les relations interpersonnelles et sur la mise en mouvement individuelle, de par la communication notamment. Dans l'épisode 11, auquel j'ai fait référence un peu plus en amont de cet épisode, sur le fait d'apprendre à gérer les personnalités, je vous ai transmis des clés de lecture pour apprendre à reconnaître les personnes avec lesquelles vous travaillez. Qu'il s'agisse des membres de votre équipe, de vos partenaires, vos prestataires, de vos fournisseurs, de vos clients ou encore de vos prospects, il est essentiel d'apprendre à se connaître et se reconnaître pour se comprendre et s'accepter et mieux interagir ensemble. C'est vraiment la base du processus de l'intelligence collective. Miser sur les individualités, sur les talents, les potentiels de chacun pour pouvoir créer un nous. Je ne peux pas créer si je ne te comprends pas. Je ne peux pas co-créer avec toi ni résoudre des problèmes si on ne s'entend pas, si je ne sais pas quelle langue tu me parles et si en plus de ça, je refuse que tu me parles de cette manière-là. Donc c'est vraiment pour moi le virage. Alors j'en ai parlé dans le tout premier épisode, comprendre le management en 2025, mais c'est vraiment le virage dans lequel on est et c'est vraiment ce pourquoi je me réveille tous les matins. Alors voici mes préconisations tirées de mes accompagnements d'entreprise. La tristesse prend sa source dans les enjeux tirés de l'affect que l'on place finalement dans son entreprise. Je répète, la tristesse prend sa source dans les enjeux tirés de l'affect que l'on place dans son entreprise. Et donc ma première préconisation, c'est d'abord d'établir un cadre clair
des règles du jeu et de coopération absolument limpides pour que chacun sache dans quelle zone d'autonomie et de responsabilité il ou elle intervient. Autrement dit, quelles sont les attentes, les limites et les besoins de chacun. Si vous n'avez pas autour de vous réponse à ces questions, il est urgent d'organiser une réunion, d'organiser un séminaire, d'organiser un événement, team building, d'organiser quelque chose dans lequel, si vous souhaitez que j'intervienne, qu'on intervienne avec mon partenaire, on le fera avec grande joie, mais il est intéressant de travailler sur ces aspects-là dès le départ pour pouvoir capitaliser sur du long terme. On n'est pas là, et ça c'est pas moi qui le disais, c'est Steve Jobs, résoudre des problèmes à l'instant T, ça ne va rien vous apporter si ce n'est trouver une solution. Par contre, si on réfléchit à chaque problème comme étant une opportunité d'apporter une pierre à l'édifice pour l'entreprise qui sera la vôtre dans 10 ans, même si vous n'avez absolument aucune idée de quoi il s'agit, en fait, dans 10 ans, pensez long terme et regardez quel investissement vous faites aujourd'hui pour penser à l'entreprise d'après-demain. La tristesse, le deuxième point, est aussi liée finalement intrinsèquement à la conduite du changement. Vous comprendrez bien que quand on parle de la courbe du deuil, c'est la façon dont on conduit aussi un changement. Pour ça, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 7 de ce podcast, puisque je vous parle de mon retour d'expérience managériale en management de projets notamment, et je vous donne en fait quelques outils à la fin de cet épisode-là qui pourront vous intéresser pour la conduite du changement, mais c'est pas le lieu de cet épisode si bien particulier. Parce que lorsqu'on suit en fait la courbe du deuil, on passe par le choc, l'émotion évidemment, donc le marchandage, colère, peur, dépression, pour accepter et ensuite se réengager. L'habileté donc ici, c'est de passer par chacune de ces étapes finalement, mais dans le temps le plus réduit. Et pour ça, il n'y a pas de secret. On avance en verbalisant. Alors en verbalisant avec qui ? Bien évidemment avec une personne bienveillante et de confiance. Qu'elle soit en interne ou qu'elle soit en externe. Je vous ai dit, l'émotion de la tristesse, c'est lié à ce besoin d'interdépendance. Vous ne pouvez pas, en fait, ne pas verbaliser les choses quand vous ressentez cette émotion. Et encore une fois, il y a une différence entre je suis triste, je suis en colère, avec la phrase suivante, je me sens triste, je me sens en colère. Vous n'êtes pas une émotion, l'émotion est une information qui demande à être traduite. Et enfin, les manifestations de la tristesse peuvent être variées. Un retrait en réunion, un silence, d'une phrase comme « Oh !» comme vous voulez, peu importe. Ou encore une absence lors d'un événement d'équipe. La tristesse peut être associée à d'autres émotions, avec la peur ou la colère. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Alors là, aujourd'hui, on fait un focus là-dessus. Mais c'est surtout le combo d'émotions qui fait qu'on peut être dans l'hyperréaction. Donc ce cheminement, il est finalement très très individuel et personnel, mais il demande surtout à être dépassé pour repartir dans l'action. Ce qu'il y a donc à retenir dans cet épisode, c'est que les émotions font partie intégrante de vos décisions au quotidien. Elles sont même au cœur de vos prises de décision, puisque sur un plan neuroscientifique, l'émotion est, à quelques millièmes de seconde près, beaucoup plus rapide finalement que le mental et que le néocortex préfrontal, qui vous permet d'analyser les choses. Dans le prochain épisode, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur ces neurosciences qui nous enseignent justement aujourd'hui sur l'humain et qui se cachent derrière chaque humain entrepreneur que nous sommes. Je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast, ça aide beaucoup à le faire connaître et à le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses pour vous, comme pour votre entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur ou dirigeant d'une TPE-PME, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.